bonjour, merci à vous de nous rejoindre sur Télésud pour découvrir l'invité des mots et débats. Alors il est franco-congolais, il a travaillé dans la finance, il fait des rencontres littéraires pour des lycéens, pour des étudiants. Il est l'auteur de J'ai rêvé d'une entreprise 4 étoiles en 2014. Msei Mina, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va, en tout cas merci d'être avec nous sur le plateau des mots et débats. C'est un honneur. Alors, vous avez écrit en 2016 chez Doxa Éditions. Sur la photo, c'était presque parfait. D'ailleurs, vous avez même un prix, on en parlera plus tard de ce prix. Et vous avez sorti un recueil de nouvelles qui s'intitule Trait d'union, du nord au sud, voilà, chez les lettres mouchetées. Voilà. Et bien, ce que je vous propose, commençons tout de suite la première partie des mots et débats au fil des pages. Msei Mina, je prononce bien votre nom? C'est bien cela. Oui. Alors, dans votre recueil, Trait d'union, du nord au sud, donc ce sont 3 nouvelles que vous nous présentez. La première, c'est Révélation scandinave. Et en liminaire, vous écrivez « En hommage à tous les damnés de la Terre, entre Abidjan, Bruxelles, Berlin, Copenhague et Gorée. » À qui faites-vous référence? Alors là, c'est une nouvelle qui concentre beaucoup d'expériences de voyage que j'ai déjà effectuées dans ma jeunesse, enfin dans ma petite jeunesse au Bénin auparavant, parce que je suis encore jeune. Et donc oui, c'est un hommage à des personnes qui m'ont marqué, que j'ai rencontrées dans ces pays-là. Après, on essaye en fait de concentrer tout cela en un seul personnage qui s'appelle Obayana. Oui. Donc effectivement, c'est mon personnage en fait qui est un damné de la terre. Voilà, et vous le saurez à travers le livre. Alors justement, vous avez dit Obayana. C'est vrai, dans cette nouvelle, nous découvrons un couple franco-belge, c'est Patrice et Nipsia, qui vont à Copenhague. Ils ont loué une chambre chez Obayana et Elisabeth. Et Patrice, lui, est guadeloupéen, et Nipsia, elle est congolaise. C'est bien cela. Voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, Patrice est en fin de compte est parti de la Guadeloupe parce qu'il y a une sorte de misère, de pauvreté, de drogue. Alors c'est vrai que quand vous peignez ce décor guadeloupéen, on se dit oula, il vaut mieux pas y aller. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement souvent on pense à la Guadeloupe comme des îles féeriques avec de l'eau bleue, avec tout est bon, il y a du soleil, il y a du jus de coco, il y a de belles femmes. Donc en général les personnes ont cette très belle image de la Martinique, Martinique ou Guadeloupe, qui sont des pays exotiques d'ailleurs, c'est en partie vrai, mais il y a également une partie, une face cachée dans laquelle n'est jamais mentionnée dans les médias, et que beaucoup de personnes qui ont vécu dans cela ont du mal en fait à vivre et ont dû partir à cause de ces raisons. Donc notamment la drogue, notamment la violence, mais également beaucoup de misère, et le chômage. Le chômage, également complexe identitaire très fort. Parce que la Guadeloupe c'est la France, mais finalement c'est plus vraiment la France. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des questions qu'il faut se poser parfois. Oui. Alors, nous sommes au Danemark. Vous êtes allé au Danemark, à Copenhague? Oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette ville? J'ai beaucoup aimé l'Europe du Nord. J'ai fait toute l'Europe du Nord par expérience personnelle, donc le Danemark, la Suède, la Finlande et autres. Le Danemark, ce que j'ai aimé là-bas, c'est très dynamique, très écologique. Oui. Très écologique, oui. D'accord. Et on rencontre beaucoup de personnes qu'on ne rencontre pas en France. Et c'est pour cela que vous avez mis en scène Patrice et Nipsia, qui sont dans cette famille plutôt un couple mixte. Donc c'est Obayana et Elisabeth. Donc Elisabeth est danoise et Obayana est nigérian, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Nipsia a remarqué dans le regard d'Obayana une sorte de tristesse, de mélancolie. Tout à fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à 2 couples mixtes. D'ailleurs, quand on lit l'histoire de cette nouvelle, il n'y a pas vraiment de personnage principal ni de héros. Parce que c'est vrai que chacun est très particulier dans l'histoire. Donc ici, nous avons 2 couples mixtes d'origines diverses. Oui. Donc on a la Guadeloupe, on a le Congo-Brazzaville, et RDC d'ailleurs. On a également le Nigeria et le Danemark. Et on a toutes ces petites histoires-là, en fait, qui sont les histoires de la vie actuelle. L'immigration... les partis en tout cas anti-immigration. On a également la guerre derrière à travers les histoires d'Obayana et de Nipsia. On a derrière l'histoire de Patrice qui est le compagnon de Nipsia, le chômage, la drogue, la violence et le désir de vouloir mieux dans sa vie. Et donc ça crée un décor qui naturellement permet à Nipsia
et au Bahreïn de se comprendre très facilement, alors que rien ne les rapprochait, je veux dire. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas vécu dans les mêmes pays, les mêmes sphères géographiques, mais de par les regards et de par la profondeur de leurs âmes, ils vont s'amener à se comprendre beaucoup plus rapidement qu'ils n'auraient fait son propre compagnon. Oui. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est une nouvelle très psychologique en fait, ici. Ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Congo, au Brazzaville, pour relater justement Oui, ces oui. faits historiques Oui, oui, oui. C'est beaucoup de recherches personnelles, beaucoup de souvenirs également. Donc oui, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait bien expliquer d'où venait Nipsia. Et on voit que Nipsia, elle en a fait du chemin. Oui. Au départ, on pense qu'Obaena, c'est la personne la plus misérable qui puisse être. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas parce qu'en face de lui, il y a également un être très fragile, mais qui paraît très fort, qui en a fait du chemin et qui a vécu beaucoup de choses pour arriver là où elle est aujourd'hui. Alors c'est étonnant parce qu'au Bayana et Nipsia aussi, on se regard, même s'ils vivent en Europe, ils ont ce regard aussi vers leur pays natal. On a l'impression qu'il y a un manque, même si on devient afro-européen, mais il y a toujours ce manque, cet appel du Oui, retour. il y a un manque très flagrant chez Obaena parce que quand on lit l'histoire, Obaena est parti pour de mauvaises raisons. Il part pour de mauvaises raisons en espérant faire fortune, en espérant devenir quelqu'un de puissant dans sa vie et revenir pour prouver qu'il a Oui. fait quelque chose, qu'il est devenu quelqu'un. Mais on voit que le parcours n'est plus vraiment exactement ce que là. Il va errer dans toute l'Europe occidentale. Et donc, effectivement, il a beaucoup de regrets parce qu'au final, il s'est dit pourquoi avoir migré de part et d'autre de la Terre, alors qu'au final, il se peut qu'il aurait pu rester chez lui et avoir une meilleure vie que celle peut-être qu'il avait aujourd'hui. Du côté de Nipsia, c'est un peu différent parce qu'elle n'est pas dans le cadre des circonstances de la vie, donc des choses qu'elle ne pouvait pas maîtriser parce que ça ne dépendait pas d'elle. Mais effectivement, quelque part, il y a ce manque-là parce que c'est un manque qui peut paraître spirituel, parce que c'est l'appel des parents qu'on n'a plus vus, des parents qui sont sous terre. Et donc ça, c'est clair que c'est beaucoup plus fort qu'elle. Oui. Et du coup, les deux, ça crée un complexe parce qu'ils vivent en fait en apparence, mais on se rend compte que lorsqu'ils se rencontrent, tout ce mal-être revient à la surface Oui. et qu'en fait, leur vraie vie n'est pas là où ils sont, mais plutôt de l'autre côté. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est grâce à cette rencontre que les deux vont pouvoir peut-être plus tard aboutir à cette finalité. Oui, repartir. Mais Oui. c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas fait le deuil de leur... Ils n'ont pas fait le deuil de ouais. leurs histoires. Ouais. Ouais. Dans cette deuxième nouvelle, ça s'appelle La Journée de la Femme. La journée de la femme. Voilà, là on quitte Danemark et là on se retrouve au Cameroun. Tout à fait. Voilà, et vous faites le portrait d'une jeune lycéenne, c'est ça, qui use de son charme pour séduire les hommes européens, voilà, qui sont seuls, pour un peu essayer de subvenir à ses besoins. Est-ce que c'est plutôt une dénonciation, une accusation? Est-ce que c'est quoi? Ça vous dégoûte? Alors, j'ai aimé cette nouvelle parce qu'elle était beaucoup décriée par les lecteurs, beaucoup Oui. appréciée d'ailleurs. Enfin, là, c'est une fille dont on ne connaît pas le prénom. Oui. Elle n'est pas lycéenne, mais elle est étudiante. Et en fait, ça peut être n'importe qui, n'importe quelle femme, jeune femme qui veut faire quelque chose pour sa vie. Et ici, effectivement, elle choisit de rencontrer donc, des personnes pour assurer ses besoins, assurer son devenir. Ce n'est pas une dénonciation ici parce que en fait, je raconte. Donc, Oui. je raconte ce qui se passe, mais à travers son histoire, c'est la société qui est dépeinte en fait. C'est la société qui est dépeinte de manière globale parce que on comprend plus ou moins pourquoi elle le fait, vu qu'elle explique très bien dans quel environnement elle évolue. On se rend compte que ce n'est pas une fille pauvre. Hein. D'ailleurs, elle dit elle-même, elle ne manque de rien quasiment. Elle a ses parents, elle a ses frères et sœurs, elle va plutôt dans une bonne école. Et c'est ça qui d'ailleurs qui est un peu surprenant parce qu'on pourrait croire que c'est quelqu'un qui est de la misère qui le fait, Oui. mais là c'est quelqu'un de banal en fait qui se livre donc à certaines activités. Après, est-ce immoral ou non? Ça dépend du point de vue du lecteur parce que c'est plutôt au lecteur de le juger. Mais ce qui est bien, c'est qu'à travers l'histoire de cette fille-là qui se passe d'abord au début sur une journée, puis après 3 ans, Exactement. on se rend compte que c'est la société en fait qui est décriée parce que la société évolue. Du bon ou du mauvais côté, ça dépend de la personne qui va le lire. Mais on parle donc du terrorisme avec Boko Haram, notamment dans ces zones-là du Cameroun et du Nigeria. On évolue également le rôle des femmes dans la politique, le rôle des femmes dans la société, le rôle des femmes dans la famille.
les rapports homme-femme, le rapport de la femme par rapport à l'argent, de la femme par rapport aux maris qui sont puissants, par rapport Oui. aux hiérarchiques. Et c'est beaucoup en fait de questions soulevées, de problématiques soulevées. Parce que ce n'est pas seulement simplement avoir une vie facile, mais ça va au-delà de ça. C'est que veut-on faire donc, de la femme aujourd'hui dans la société africaine bantou, et quel est le rôle de la femme en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant qu'amie, tout simplement. Et je pense que c'est la nouvelle la plus importante de ce livre, parce qu'elle ne dénonce pas, mais elle met en question beaucoup de problématiques. Alors c'est assez amusant parce qu'à un moment vous dites oui, mais il y a des hommes qui se plaignent parce que c'est la journée de la femme et ils se disent mais quand même. Oui, parce qu'effectivement, certains pourraient dire, ben, dans ce cas, nous aussi, les hommes, on pourrait avoir une journée à nous, parce que c'est nous qui souffrons le plus, soi-disant. Ouais. Mais on se rend compte que c'est tellement profond parce que on se dit, ok, d'accord, c'est la journée de la femme, mais finalement, est-ce qu'on se lève vraiment la femme en tant qu'être, en tant qu'être charnel, ou la femme plutôt en tant que mère de la patrie, mère de la nation, mère de l'humain? C'est une grande question qu'il faut se poser quand même. Ouais. Alors bien sûr, c'est assez drôle parce qu'elle n'éprouve, vous dites, aucun remords à Cocufier, la petite femme d'Ernesto. C'est l'homme qui l'entretient. Alors, donc page 54, il y avait des choses qui m'avaient... j'ai été surprise. Alors là, elle parle de ces hommes qui payent bien en fin de compte. Et elle dit, les Gabonais et les Équato-Guinéens, je les aime bien car ils sont complètement épris de nous et dépensent sans compter. Les hommes du Grand Nord m'effraient. L'un d'eux a failli détruire la fragile intimité d'une copine qui s'est littéralement évanouie de douleur sous sa chevauchée. Et puis là, elle parle d'un Chinois, un Chinois téméraire, a osé venir vers moi, mais j'ai mis fin à son défi, désarçonné et révolté, lorsque j'ai découvert que ses attributs n'étaient pas de taille. Alors, je vais savoir, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est... Est-ce que c'est connu vraiment que les Gabonais sont généreux et que les hommes du Grand Nord, c'est-à-dire les hommes en Europe, c'est ça, du Nord? Quand on est en Grand Nord, en fait, ce sont les pays du Sahel. D'accord, Oui. d'accord. Oui. Ce sont donc, vous parlez des Arabes, Non, Qataris pas arabes, mais plutôt donc, on peut dire la partie ouest africaine, oui, ou un d'accord. peu musulmane. Donc Algérie, Non, plutôt Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Ouais, pas Afrique du Nord, ouais. Ah, Parce d'accord. que là, on reste vraiment dans le cadre bantou régional, donc c'est vraiment l'Afrique du Nord qui est ici. D'accord. Effectivement. Parce que si vous voulez, en Mais fait, quelles sont leurs c'est un pays en fait, qui a déviances? une partie un peu ouest-africaine, donc de par le nord. Et du coup, c'est pourquoi donc, cette fille-là évoque en fait, les personnes qui sont vraiment dépendantes ou qui évoluent autour de son pays. Oui. Voilà. Et si vous voulez, en fait, bon, je ne sais pas si c'est prouvé tout ça, mais ce sont des choses qui se disent dans la rue, donc notamment dans les villes de Yaoundé et Douala. Quand vous rencontrez des dames qui travaillent dans des boîtes de nuit, qui travaillent dans les bars, qui travaillent dans quelque part où elles ont affaire en fait, à des clients. Pas forcément travail du sexe, parce que la travail du sexe, en fait, c'est la prostituée qui est dehors, en fait. Mais je parle des dames qui sont en fait en relation clientèle, si vous voulez, qui sont face à un client dans un bar, dans une boîte de nuit ou quelque part pour se divertir. Un hôtel, comme vous dites. Si vous voulez, en fait, c'est très folklorique, mais elles ont toujours beaucoup d'histoires à raconter. Parce qu'elles côtoient beaucoup d'étrangers, elles voient du pays. Et souvent, lorsqu'elles racontent leurs histoires, on apprend beaucoup de choses. Et c'est un peu ce qui se dit, en fait, que j'ai voulu apporter un peu à travers ce livre. Mais quelles sont les déviances de ces gens du Nord, d'Afrique du Nord? C'est profond, il faut lire le livre pour ça. Voilà. Et puis il y a aussi cette, je sais pas pourquoi, mais elle insiste pour détester donc la femme d'Ernesto qui vit en Espagne dans une ville qui s'appelle Albacete. Albacete. Oui, Albacete. Mais pourquoi elle en veut à cette ville? Pourquoi tant de haine? Non, parce que lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte qu'elle n'était pas, enfin, à ce moment de l'histoire, elle n'était pas encore arrivée en Occident. Oui. Et donc pour elle s'attendait à ce que le monsieur qu'elle rencontre lui parle donc de Paris, naturellement, la Tour Eiffel, de Madrid, de Barcelone, de ces grandes villes-là. Mais le monsieur lui évoque Albacete. Bon, Albacete, c'est une petite ville qui n'en représente rien. Mais effectivement, elle est très en colère parce qu'elle se dit que, ok, j'aurais pu t'avoir entièrement si c'était Paris ou ailleurs, mais tu me parles d'une ville insignifiante où il ne se passe rien. Enfin, ce n'est pas ce à quoi elle s'attend en fait. D'où cette haine virulente, non seulement contre la ville, mais également contre la campagne de ce monsieur qu'elle rencontre, parce qu'elle estime qu'en fait, elle a volé sa place.
Mais en plus, elle vole sa place pour ne pas mériter ce qu'elle devait avoir. Donc Ouais. c'est ça qui la révolte au final. Et comme vous l'avez dit auparavant, après petit à petit on arrive vers le terrorisme, vers les djihadistes nigérians Boko Haram. C'est quelque chose qui, je suppose, qui vous bouleverse. Oui, c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup l'environnement géopolitique, si vous voulez. Oui. Quand vous êtes au Cameroun, au Nigeria, ce sont des choses visibles Ouais. qui sont dans la politique tous les jours, qui sont ancrées et qui ont fait beaucoup de mal à beaucoup de familles. Et donc, quand vous connaissez des personnes de ces pays-là, forcément, ça vous parle parce que c'est quelque chose que nous ne connaissions pas auparavant, mais qui est Oui. de plus en plus fréquent. Et forcément, ça influe en fait même la vie des gens tous les jours. Oui, ça s'immisce tellement comme un verre dans une pomme. Voilà, Et ouais. ça Ça devient détruit. en fait quelque chose Ouais. de banal. Oui. Ouais. Il y a aussi la dernière nouvelle, c'est l'appel d'Océanie. Alors là, vous mettez en hommage à la diaspora congolaise dispersée en Amérique du Nord. Oui. Donc en fin de compte, on découvre l'adolescent Steve qui vit à Gatineau, à Québec, au Québec, avec ses parents qui sont eux d'origine gabonaise. Non, ils sont congolais, mais si vous voulez, ils sont très proches du Gabon. Oui. Ouais. D'accord. Et donc, dans cette nouvelle, nous comprenons que Steve n'a pas vraiment cette culture du Congo. Donc, la mère et le père ont deux visions des choses dans l'éducation de leur fils unique. Tout à fait, ouais. Et à un moment, Steve doit faire un spectacle. Il doit représenter, imaginer, en fin de compte, un village africain. Et voilà que lorsqu'il y a ce spectacle, une jeune fille, à l'issue de ce spectacle, déboule et gifle Steve. Ouais. Et moi, j'étais stupéfaite de cette violence, parce que nous, les femmes, on ne tolère pas la violence d'un homme. Et je ne comprends pas qu'il y ait ce côté inverse. D'accord. Alors là, là effectivement, c'est encore en autre cadre. Oui. Donc oui, on a Steve qui n'est pas congolais du tout. Hein. Oui. Steve, c'est un Canadien. C'est un Canadien et il ne connaît que ça. Il ne connaît que le Québec, en fait, dans Gatineau. Et donc ses parents, on voit un peu l'histoire de la politique africaine, enfin la société africaine qui évolue, parce qu'on évoque un peu la décolonisation, les indépendances, on évoque également un peu le fait que beaucoup d'Africains, à un moment, soient partis vers des grandes villes universitaires. Et à l'époque, il y avait Dakar, qui regroupait quasiment tous les Africains, mais également les Antillais. Donc on voit un peu comment cela évolue, on voit un peu également comment certains pays ont basculé dans le communisme, donc notamment dans les pays qui avaient rejoint le bloc d'Europe de l'Est, à travers l'URSS, et pourquoi certains en fait font le choix de partir au final pour échapper à cela. Donc c'est un peu l'histoire de l'Afrique qui est évoquée, subtilement, mais ces personnes qui ont vécu ça comprennent de quoi il s'agit. Ensuite, donc, pour arriver à la violence de la fille, c'est normal parce que cette nouvelle part du postulat qui est simple, l'Afrique n'est pas un pays mais un continent. Oui. Parce que souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah, un tel est en Afrique ». Enfin, du style, c'est un pays, alors qu'en fait, l'Afrique, c'est un vaste continent diversifié, avec 54 pays totalement différents les uns des autres, des cultures quasiment différentes les unes des autres, beaucoup de diversité, beaucoup de religions, enfin, beaucoup de particularités, en fait. Et là, c'était bien de soulever cela, d'où cette violence de la fille pour montrer au lecteur que, une fois pour toutes, l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent avec des terres et des contrées totalement différentes les unes des autres. Oui. Alors il y a cette violence, elle s'appelle Océanie, c'est une fille de général et en fin de compte elle va chambouler la vie de cette famille parce que la mère à un moment va prendre conscience que son fils n'a plus d'origine congolaise, ne parle pas les langues de son pays, il n'y a plus de langue maternelle, voilà, et le père lui au contraire il dit il faut que mon fils s'intègre pour être accepté par les Canadiens, par son nouveau pays. Et là, en fin de compte, vous dénoncez la déculturation, c'est ça? Oui, c'est un peu cela, ouais. Parce que si vous voulez, c'est une problématique très profonde, très ancrée aujourd'hui en Occident. C'est que la plupart des Noirs ont des problèmes existentiels, mais d'abord identitaires. Et donc ces problèmes identitaires entraînent des problèmes existentiels. Parce que souvent, que ce soit en France notamment, ou dans les pays d'Afrique francophone, les parents de l'ancienne génération ont eu le désir d'élever leurs enfants selon des normes occidentales très pointues
pour leur assurer un avenir. Et cela a été fait souvent au détriment de l'identité première, en fait, qui est l'identité noire, l'identité culturelle. Et ça fait qu'on a beaucoup de générations de Noirs en Occident aujourd'hui, donc les afro-descendants ou autres, qui sont totalement acculturés, à force de vouloir se fondre dans la masse. Et c'est un peu ce que je dénonce à travers ce livre, parce que on peut être occidental, mais rien n'empêche d'être également africain au final. Ouais. Ouais. En tout cas, je laisse aux téléspectateurs de découvrir en profondeur donc ces 3 nouvelles de votre recueil Trait d'union du nord au sud. Merci beaucoup, MC Amina. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, à carte sur table. D'accord. Pour carte sur table, MC Amina, j'ai précisé au début de cette émission que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. Et il y en a un dont vous avez été finaliste du prix Sylvain Bamba, du premier roman congolais en 2017. C'était Sur la photo, c'était presque parfait. Qu'est-ce que ça fait d'être finaliste? C'est-à-dire, ça y est, on me reconnaît à travers mon écriture, je peux maintenant m'installer, devenir écrivain. C'était une grande joie, parce qu'effectivement, il y avait des concurrents en face qui avaient des livres de qualité. Le premier était un livre très grand public, le second est totalement différent, donc sur la photo c'est presque parfait. Mais c'est bien parce que on voit qu'on a évolué en termes d'écriture, mais également en termes de reconnaissance, et on est un peu plus connu du public. Donc oui, c'était comme une grande joie d'avoir ce prix-là, au final. Et donc, bien sûr, cela vous porte, vous voulez dire, je dois continuer dans cette voie. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai continué avec Trait d'union du nord au sud, Ouais. mais qui est encore totalement différent de Sur la photo c'est presque parfait. Ouais. Et donc, les 2 premiers, c'était, on peut dire, ce sont des essais ou plutôt des récits autobiographiques, des romans, les 2 premiers ouvrages? Alors, donc, le premier est un récit, j'ai eu une entreprise 4 étoiles, donc avec une portée de réflexion sur le monde des grandes écoles, sur le monde, sur la banlieue française, sur le monde de l'entreprise. Et c'était l'histoire donc d'un groupe d'amis qui vont évoluer ensemble à travers l'école et qui vont travailler ensemble. Et ce qui était bien, c'est que j'expliquais plus ou moins ce qui allait arriver en travaillant ensemble et pourquoi à la fin de l'histoire, chacun allait prendre un parcours différent de sa vie. Donc c'est une réflexion sur l'éducation aujourd'hui en France et le devenir des étudiants aujourd'hui en France. Ouais. Donc le second, c'est plutôt sur la diaspora, sur les afro-descendants qui sont curieux de ce qu'est devenu l'Afrique aujourd'hui et qui aimeraient y retourner, mais qui n'y arrivent pas. Donc c'est une forte problématique aujourd'hui parce que beaucoup se disent que ok, on veut repartir chez nous, mais arriver chez eux, ils se rendent compte que ce n'est plus vraiment chez eux. Donc ils sont toujours entre 2 chaises, entre 2 stations, et c'est difficile à vivre, d'où je trouvais que c'était important d'en parler. Il y a autre chose, MC Amina, dans votre actualité personnelle. Alors, vous êtes dans la finance. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes bien friqué. Non. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans la finance? C'est quelque chose de jouissif, de stressant? Non, c'est un travail comme tout autre, il faut juste travailler et produire des résultats à la hauteur de sa hiérarchie. Mais c'est-à-dire, vous êtes sur les tables de marché, ou vous êtes plutôt dans une institution bancaire? Non, plutôt dans l'institution bancaire. Ouais. Plutôt. Il y a aussi dans votre actualité personnelle, vous faites des rencontres avec les lycéens, des étudiants. Ça s'appelle l'Ami littéraire. Vous pouvez nous dire? Alors c'est un programme très intéressant qui a été mis en place à travers les lycées et universités de France. Et ça permet donc à de nombreux auteurs français de rencontrer leur public estudiantin ou lycéen. Et donc c'est un programme qui se fait souvent le mercredi ou dans les lycées ou dans les universités. En général, ça dure 2 heures. Donc on a un franc débat, une franche discussion avec les élèves, avec les institutions, sur l'œuvre, mais également sur l'auteur. Et ça permet également à ces élèves-là d'avoir des perspectives autres, parce que souvent, ils ne s'attendent pas à voir un auteur qui peut leur ressembler, qui peut être leur grand frère, qui peut être leur ami. Et en discutant avec eux, ça réveille également certaines problématiques au sujet de leur devenir, des choix d'orientation et autres. Donc c'est toujours bien de discuter avec ces élèves-là. Et quels sont ces auteurs qui sont venus rencontrer vos lycéens et étudiants? Alors moi j'en connais un qui est très connu dans le milieu écrivain franco-congolais, qui s'appelle Wilfried Sandé. Oui. Il a écrit un livre très connu qui s'appelle Le cœur des enfants léopards. Très bien. Et d'autres moi, je m'attendais à Mabonkou. Non, ils sont déjà à un niveau trop important pour cela.
Très bien. Eh bien, nous allons passer, M. Mina, à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. D'accord. M. Mina, pour ce fameux coup de cœur, quel est l'auteur que vous avez choisi? Je crois que c'est un Suisse. Oui, Joël Dicker. Oui, pourquoi? Joël Dicker, pourquoi? Il a écrit un livre de 500 pages qui se fait dévorer. Bon, ça prend comme une journée pour lire ce livre. Mais qui s'appelle donc Le livre de Baltimore. Oui. Et là, sur une trame familiale, on assiste progressivement à une famille qui se déchire. Une famille qui se déchire, et ça prend vraiment au trip parce que jusqu'à la fin du livre, on se demande mais comment a-t-on pu en arriver là, en fait, sous fond d'incompréhension, sous fond de non-dit. Et c'est marquant parce que c'est vraiment une leçon de vie sous fond de drame social aux États-Unis, dans deux familles riches américaines. Et ça remet un peu en question en fait nos fondements, si vous voulez. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cet auteur d'ailleurs, qui apparemment a gagné beaucoup de prix dans l'actualité littéraire. Oui. Donc je recommande ce livre, le livre de Baltimore, au public. Au public. Et parfois, son style d'écriture vous interpelle. Vous aimeriez arriver à à ce stade, ou alors non, c'est défendre votre propre identité. Arriver à ce stade en termes de notoriété, j'aimerais bien. Oui. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'écriture, il n'a pas forcément une écriture particulière, mais il écrit plutôt très bien. Mais je pense que sinon, c'est mieux que je puisse trouver ma propre écriture plutôt que la copier la sienne. Vous êtes jeune, comment ça se passe avec, je sais pas moi, avec peut-être votre petite amie, votre fiancée ou votre épouse? Vous vous retrouvez seul, vous vous écrivez? Est-ce que votre partenaire comprend ce moment d'isolement? Non, c'est pas toujours compréhensible parce Ouais. que, comme disait quelqu'un, dans des milieux où on aime plutôt être accompagné, je jure de certains moments avec la compagnie, quelqu'un qui se retire pour réfléchir, pour écrire, c'est parfois très mal perçu en fait. Ouais. Donc oui, bon, ce n'est pas difficile, mais parfois on se pose des questions. Mais à quoi il réfléchit pendant tout ce temps dans sa chambre en train d'écrire Ouais. écrire sur quoi, quel est le projet? Au début, ça paraît bizarre, mais après, les gens s'habituent. Merci beaucoup, M. Mina, de nous avoir présenté votre coup de cœur, de nous avoir aussi parlé de vous, de votre association, enfin l'Ami littéraire, de ces rencontres littéraires. Et puis aussi, votre dernier ouvrage, c'est un recueil de nouvelles, Traits d'union, du nord au sud, voilà, aux éditions Les Lettres Mouchetées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'en étais du Sud. Et puis quant à vous, mes chers complices, mes chers amis, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.